radio ici et maintenant 95.2 FM et sur internet ici et maintenant.info. Ce soir avec Jean-Paul Bourg pour une nouvelle émission consacrée à Venise. Quante volte fra i banchi di scuola ho studiato Venezia. Quante storie d'amore hanno scritto i poeti a Venezia. La laguna che cambia colori come le nostre stagioni di cuore. Se una donna la perdi la puoi ritrovare a Venezia. Quante volte i giornali hanno scritto salviamo Venezia. E poi quante bugiarde promesse han ferito Venezia. Sulla piazza San Marco sei mia, c'è il carnevale per un'altra follia. C'è sempre un canto d'amore e poesia solo a Venezia. Se Venise che se non ci fosse Venezia, dove andrebbero gli innamorati a sognare Venezia? Sulla piazza San Marco sei mia, è un gondoliere che ci fa compagnia. C'è nell'aria una strana poesia solo a Venezia. Se Venise senza età. Se Venise pour l'éternité, Venise qui meurt jamais, comme l'amour dans tout le monde entier. Venise qui meurt jamais, come il nostro amore senza età. Ouais, ça marche. J'ai du mal à caler au début. Là. Bonsoir Isandre. Jean-Paul Bourg, vous êtes sur Ici Maintenant, hein, qui est 95 avec Isandre aussi. Le thème, c'est une malédiction qui frappe un palais, un palazzo à Venise. Ce qu'on vient d'entendre, ça c'est la Venise rêvée, celle des guides amoureux entre le pont des Soupirs et le Rialto, celle des touristes, mais aussi des passionnés. Hein. C'est pas cette Venise-là qu'on va explorer, mais celle plus sombre de la mort et de la malédiction.
l'ensemble de Venise, l'Arsenal, le quartier San Marco, l'Orialto, Dorso Duro, la Giudecca, comme un oiseau planant dans les airs, vu d'ensemble, un corbeau noir à haute altitude, et puis ou l'œil du faucon qui survole la ville, et puis c'est la ville des eaux qui est chargée d'histoire, de trésors et de mystères. Et puis on va faire un zoom de plus en plus serré sur le Grand Canal, la rive droite, le quartier de Dorso Duro, près du pont de l'Accademia, et puis gros plan sur le Palais Dario, la Cadario, tout près du Palazzo Barbaro. Ici a vécu le poète Henri de Régnier autour de 1900, mais pas seulement lui. On dit qu'une malédiction pèse sur le Palais Dario, presque depuis sa fondation. Il y a sa façade mauresque, ses 3 étages, ses hautes fenêtres qui se reflètent dans le Grand Canal, sa terrasse, l'Altana, comme toutes les terrasses vénitiennes, et ses cheminées typiquement vénitiennes, très hautes, qui terminent en s'évasant comme un entonnoir. Décoration en marbre, balcon néo-gothique. Le Palazzo Dario est l'un des rares palais de Venise qui penche, comme la tour Pise, comme s'il allait s'écrouler. Et D'Annunzio écrira que le Palais Dario est bancal comme une vieille pute. Ça, c'est D'Annunzio. On dit qu'une malédiction puissante est liée à ce palais. Beaucoup de ses propriétaires sont morts de mort violente, assassinat ou suicide pour la plupart. Il y a quelques années, Woody Allen a failli acheter le Palais Dario. On dit qu'il a renoncé lorsqu'il a su la réputation ténébreuse du palais. Dans quoi il allait foutre les pieds, bien sûr. Surtout un mec hypochondriaque comme lui, j'imagine, sachant ce qui s'est passé dans ce lieu. Les morts violentes, elles vont du XVe siècle jusqu'aux années 90. Août 93, dernière en date, le suicide du célèbre industriel Raoul Gardini, qui avait acheté le Palazzo Dario. On le retrouve une balle dans la tête, même si les flics concluent que l'arme a tiré 2 balles. Et avant lui, le manager des Who, Kit Lambert. Alors on va faire comme Sherlock Holmes, on va remonter le Grand Canal avec une loupe, mais aussi avec un poignard et une fiole de poison, on sait jamais. Et pour ça, il faut faire un voyage dans le temps, dans la Venise du XVe siècle, au moment où Giovanni Dario devient le premier propriétaire du lieu. D'après les chroniques, le palais Dario serait construit sur un ancien ossuaire templier. À l'époque où les galères vénitiennes combattaient les Turcs en mer Égée, et où elles ramenèrent de leur pillage d'incroyables œuvres d'art qu'on voit à Venise, comme les chevaux qui ornent la façade de la basilique San Marco, ramenés de Byzance, de l'hippodrome de Byzance, ou les colonnes près du palais ducal, ramenées de Saint-Jean d'Acre, et les colonnes de marbre de la Pietà ramenées de Perse. Venise, avec ses galères de combat, ses étendards frappés du lion de Saint-Marc, c'est en cette période que Venise est triomphante. L'époque où les palais de Venise s'ornent de fabuleux trésors ramenés d'Orient.
à quel moment cette soi-disant malédiction frappe au Palais Dario. Au XVe siècle, donc, le richissime marchand Giovanni Dario est devenu ambassadeur de Venise. Comme les plus grandes familles de Venise, il siège au Sénat sous les ordres du doge Mocenigo. C'est dire le prestige de sa fonction à Venise. En 1479, il fait rénover l'ancien palais, qui ressemblait surtout à une tour guerrière tournée vers la lagune. C'est l'architecte Pietro Lombardo qui se met au travail, le même qui a sculpté entre autres le tombeau de Dante. C'est une construction gothique remaniée avec ses hautes cheminées et puis des incrustations orientales sur la façade. À l'arrière, il donne sur le Campiello, le petite place Barbaro, près du palais Barbaro. La petite place est ombragée par des arbres, même encore aujourd'hui. On dit que du côté de la porte d'eau, là où on amarre les gondoles, Lombardo a sculpté un médaillon mystique qui éloignerait les mauvaises influences. C'est ce que disent les chroniques. Et puis il y a aussi la fameuse inscription sur la façade du Palais Dario, qui a été de nombreuses fois commentée. Genio Urbis Johannes Dario, Dario fut le génie de cette ville, dont l'anagramme voudrait dire Sub ruina insidiosa genero, dans la ruine j'engendre des choses perfides. Alors est-ce que l'architecte appartient à une confrérie de bâtisseurs, bâtisseurs initiés, proches des Templiers à cette époque? On n'en sait rien, en tout cas il semble avoir gravé sur le Palazzo Dario à la fois une protection, ce médaillon sur la porte d'eau, et un avertissement, cet anagramme de ce qui est gravé sur la façade. Alors Giovanni Dario s'installe au Palais Dario, maintenant c'est le palais qui porte son nom. Il est moins grand, moins vaste que les autres palais de Venise, tout en finesse. Il s'élève sur 3 étages, avec sa terrasse, l'Altana, d'où on peut voir le Grand Canal et tous les toits de Venise. Venise, à cette époque, c'est le quartier de l'Arsenal, avec ses hautes murailles, ses galères armées pour le combat, c'est le rôle de l'Arsenal. Le Rialto, il n'est pas encore ce pont de pierre qu'on connaît, c'est un pont en bois qui s'ouvre pour laisser passer les bateaux avec des hauts mâts. Le Rialto est en bois, il a même subi un incendie à plusieurs reprises, le pont de Rialto, parce qu'il était en bois à cette époque. Et dans les quartiers du Castello, c'est les auberges, les cabarets, la prostitution, qui est essentiellement réduite au quartier du Castello à cette époque. Il y a aussi les fêtes, les banquets, les processions religieuses dans Venise, puis les cloches qui sonnent d'un quartier à l'autre en rythmant la vie des Vénitiens. Le centre des activités financières, c'est le Rialto. Et en mer Égée, au même moment, on combat les Turcs qui menacent les flottes marchandes vénitiennes. Dès le XIIe siècle, l'ordre des Templiers, qui est installé dans la forteresse du Castello, encadre les navires vénitiens et puis sert un peu de police sur la mer, garde rapprochée du Doge même. C'est l'époque où les Turcs sont menés par le terrible Mehmed II, dont on dit qu'il écorchait vif ses prisonniers. Alors le sujet de l'émission, ce n'est pas les combats des Vénitiens contre les Turcs, on passe les détails, sauf que le Sénat envoie Giovanni Dario comme ambassadeur de Venise pour signer la paix. Une de plus, avant que les hostilités reprennent, c'était souvent cette fréquence-là à l'époque. Une paix avec Mehmed II, le sultan turc, le grand commandeur des croyants. La paix est signée avec les Turcs par Giovanni Dario le 25 janvier 1479. Venise perd une partie de ses possessions orientales, et puis elle s'engage à payer 10 000 ducats chaque année au sultan pour pouvoir continuer à commercer en mer Noire. Alors un lourd tribut, une paix humiliante pour Venise. Et on reçoit en retour des ambassadeurs turcs à Venise, au son des fanfares et des feux de Bengale, avec tous les honneurs. Les peintres vénitiens ont laissé de superbes tableaux. On voit l'arrivée flamboyante des émissaires turcs sur la Piazzetta à Venise. Dario a son palais, ok. Il le meuble, le décore, accroche des tableaux au mur, tentures, velours, bois d'ébène, des sculptures dans le jardin, certaines ramenées d'un pillage à Salonique. Le palais Dario est orienté côté nord, ce qui lui donne un côté sombre, malgré le flamboiement de sa façade, la beauté du jardin, qui est orné d'une fontaine mauresque. Alors Giovanni Dario, il n'est pas seul dans les 3 étages du palais Dario. Il a avec lui sa fille Marietta, une fille de toute beauté, peinte par Bellini, avec ses grands yeux profonds et son châle de dentelle noire vénitienne. C'est avec elle que la malédiction va entrer dans la maison. Sur le Campolo, la petite place derrière, la place ombragée tout près,
il y a le palais Barbaro. De riches marchands aussi, marchands et guerriers en même temps, parce qu'ils défendaient leur galère marchande sur mer, ils étaient à la fois des marchands et des guerriers à Venise, donc qui appartiennent de grandes familles qui ont fait Venise, les Barbaro. Comme tous les marchands de Venise, leurs ancêtres du XIIe siècle étaient des hommes de guerre capables de défendre des galères marchandes en mer Égée, en mer Noire. Alors Marietta Dario est amoureuse du jeune Vincenzo Barbaro, son voisin, et ce n'est pas simplement du libertinage, il parle de se marier devant un prêtre, de fonder une famille. Avant d'épouser Marietta et de venir vivre avec elle au palais Dario, Vincenzo Barbaro a connu toutes les courtisanes les plus célèbres de Venise, dont celle qu'on surnommait la Biondina in Gondoletta, qui fut la courtisane préférée de Casanova. Quand on réécoute ce vieux chant populaire du XVIIIe siècle, en hommage à cette courtisane, on oublie à quelle sombre machination Barbaro était lié, qu'il réveilla ou qu'il fit entrer au palais Dario. E a biondina in gondoletta e altra sera gomena dal piacere a poveretta e assai in botta in dormensar e addormiva su sto braccio mi ogni tanto sveggiava mi ogni tanto sveggiava e a barca che ninava e tornava in dormensar e a barca che ninava e tornava in dormensar. Contemplando fisso fisso e fatesse del mio ben quel visetto così slisso, quella bocca e quel bel sen, mi sentiva dentro al petto una smania, un misiamento, una smania, un misiamento, una specie di contento che non so come spiegar, una specie di contento che non so come spiegar. M'en stufa, oh finalmente. Ouais, cette Biondina in Gondoletta, courtisane de Venise la plus célèbre, amante de Casanova entre autres, ce que racontent les chroniques, et du jeune Barbaro, qui épouse la fille Dario, Marietta. Dario a fait faire un portrait de Mehmed II, le grand turc, par le peintre Bellini, qui était accroché dans le palais Dario. Ce qui amusait les Vénitiens, parce qu'en faisant peindre son portrait, le puissant et terrible Mehmed II, il violait les préceptes du Coran qui interdisent la reproduction du visage humain. Ça, c'est le côté vénitien où tout se mélange. Il se prenait pour une star hollywoodienne. Après, il y aura la Rolls et les pétrodollars, au XVe siècle. Et Dario accrochera le portrait dans la salle des tableaux de son palais. Alors voilà ce que disent les chroniques. Du jour où Marietta et Vincenzo Barbaro s'installèrent au palais Dario, tout à la malle. Bon, déjà, il y avait ce talisman protecteur gravé par l'architecte Lombardo au-dessus de la porte d'eau pour éloigner les mauvaises influences, on dit. Et le fameux anagramme de la façade « Dans la ruine j'engendre des choses perfides ». Et le fait que le palais soit construit sur un ancien ossuaire templier. C'est vrai qu'à l'époque où les Templiers se mêlaient à la politique vénitienne,
d'Orso Duro, la rive où se trouve le palais d'Ario, c'était un marécage. Et je lis, la pointe orientale de Dorso Duro vers le bassin Saint-Marc, c'est là où est le palais d'Ario, était occupée au XIe et XIIe siècle par un vaste marécage. Bon, il paraît donc logique que l'un de ces îlots ait pu servir de cimetière aux Templiers avant que le temps ne modifie tout. Le marécage est devenu une rive peuplée, connue pour les splendeurs de son carnaval à l'époque, avec des palais, dont le palais Vanier, celui des Barbaros, et juste à côté, le palais d'Ario. Alors je précise qu'il n'y avait pas encore le pont de l'Académia, qu'il fallait se perdre dans les ruelles, enjamber des ponts sur les Rios pour atteindre le palais d'Ario du côté de la petite place ombragée. Ou alors il fallait prendre une gondole puis traverser le canal jusqu'au palais d'Ario. Barbaro, qui vient d'épouser Marietta d'Ario, appartient à une famille qui est surtout connue pour ses faits de guerre sanglants. Il suffit de voir le blason des Barbaros, au-dessus de l'autel, dans la petite église San Francesco della Vigna, un cercle rouge. Et je lis ce que disent les chroniques. Ces armoiries furent conférées aux Barbaros pour récompenser l'amiral Barbaro d'un fait de guerre qui fait encore frémir. Il coupa la main d'un Turc au cours d'un combat, au XIIe siècle, arracha le turban de la tête du malheureux infidèle, il traça avec le moignon sanglant du bras un cercle rouge triomphal et le fit flotter au sommet du mât de son navire en signe de victoire. Voilà ce que signifie le blason des Barbaros, un cercle rouge, l'empreinte sanglante du bras arraché par le comte Barbaro, ce qui devait faire bizarre aux ambassadeurs turcs qui séjournaient à Dorso Duro, entre les fontaines arabes et les mystères templiers.
dès que Marietta et Barbaro sont installés au Palais Dario, les affaires financières de Dario commencent à décliner. Il perd progressivement de son prestige dans Venise, il fait faillite et il se fait jeter du Sénat. Au Palais Barbaro, rien ne va plus non plus. Giacomo Barbaro, le père de Vincenzo, est assassiné, poignardé devant la fontaine de son jardin. Et le meurtrier a disparu dans la nuit. Ça pourrait être n'importe qui, un rival, un tueur envoyé par le Conseil d'Hélice, par l'Inquisition, ou à la solde d'un clan ennemi, on ne saura jamais. Dario, le vieux, meurt en 1494, dans l'isolement et la solitude, ruiné. Désormais, Marietta et Vincenzo Barbaro sont les nouveaux propriétaires du Palais Dario. Alors Marietta semble vivre très mal le destin de son père sous ses yeux et la personnalité violente de son mari, disent certains témoins. Alors les chroniques disent qu'elle est morte en 1515, recluse dans une des pièces du Palais Dario et qu'elle s'est laissée mourir de faim. Alors là, je ne comprends pas. Hein. Elle s'est enfermée dans l'une des pièces du palais et s'est laissée mourir de faim. À Moscou, Watson, il y a un truc qui cloche. Là. Son mari, Vincenzo Barbaro, il n'a rien fait pour enfoncer la porte et la forcer à se nourrir, et il laisse ça comme ça. On finit très bien par comprendre qu'il l'a volontairement murée en la laissant mourir de faim. Lui, Barbaro. Parce que le contraire est complètement illogique. Mais avant de mourir, Marietta a laissé un testament, car le Palais Dario est à son nom. Elle précise que le palais ne doit pas être mis en vente, mais qu'il soit loué aux ambassadeurs turcs. Alors, le portrait de Mehmed II trône déjà dans les étages, et voilà que dès 1515, le Palais Dario sert de résidence aux ambassadeurs turcs. Dès la mort tragique de Marietta, Barbaro disparaît du devant de la scène, et il retourne dans son palais familial, juste à côté. Les ambassadeurs turcs vivent dans un palais construit sur un ancien ossuaire templier. Alors ce raccourci clignote comme un avertisseur. On sait les échanges culturels, on va dire, entre les templiers et un certain islam, dont celui des chiites et ismaéliens, entre autres. Objets de culte, manuscrits chiffrés, cabales, sortilèges. Alors, de mystérieuses croyances qui passèrent chez les templiers et qui finirent par les faire accuser de blasphème et d'hérésie, avec un bûcher pour les grands maîtres de l'ordre. Toutes ces allées et venues d'émissaires turcs au Palais Dario cachent peut-être d'autres mystères. Déjà dans les sculptures du Palais Dario, son talisman sur la porte d'eau et son anagramme qui pose un interdit et une menace. Alors il y a une pierre gravée étrange qui arriva à Dorsoduro sur un bateau templier à l'époque, une prise de guerre, des vases en céramique, des sculptures de marbre, de vieux parchemins qui parlent de Kabbale, et cette pierre gravée en lettres arabes, une sorte de traité. La pierre a disparu, certains disent que c'est Barbaro lui-même qui l'avait en sa possession. Il reste le texte, qui est transmis dans les chroniques. À cette époque, Venise est la place financière de l'Europe, où des tas d'intérêts s'affrontent. Les Templiers avaient réussi à créer un réseau économique à l'échelle européenne, avec des lettres de change, puis des messagers rapides. Et puis ce texte sonne comme une prophétie annonçant la maîtrise de l'économie mondiale, quasiment. C'est ce qui m'a frappé. Il dit « La transmission économique à distance constitue l'un des grands défis de l'humanité. Grâce à elle, l'homme pourra maîtriser les espaces maritimes et désertiques. Elle l'affranchira de la nécessité de creuser, de transporter et de brûler des matériaux. Elle fera du soleil son glorieux serviteur, son esclave servile. » C'est une déclaration très luciférienne, je trouve, du style gouvernement du monde. Et en fouillant un peu plus, on s'aperçoit que d'autres entreprises sont liées au même truc, mais sous des formes différentes, tous liées à un savoir secret. L'église San Francesco della Vigna, où se trouve le blason des Barbaro. On sait qu'elle a été rénovée pour des raisons secrètes, par le moine franciscain Francesco Zorghi, en charge des travaux. C'est un moine féru de Kabbale, proche des Barbaro. Il a inscrit son message dans la pierre. N'importe quel guide touristique de Venise vous le dira, cette église qui porte le blason des Barbaro, au Castello, l'ancien quartier des Templiers, a été rénovée le 15 août 1534, basée sur la Kabbale musicale, dit Zorzi. Pour faire simple, l'église est bâtie selon le chiffre 3, le chiffre symbole utilisé par les Templiers, comme le 8, et le but est, je lis,
pour que le nouvel édifice reflète entièrement l'harmonie universelle et réunisse tous les hommes. Déjà, le palais Dario aurait été travaillé par l'architecte Lombardo sur les mêmes principes, basés sur le 3 de la symbolique templière, adapté à la construction. 3 fois plus long que large, 3 pieds de large pour les chapelles latérales. Bon, un message dans la pierre qui générerait un certain pouvoir et que pour rien au monde il faudrait modifier, comme les tables de la loi, on ne doit pas soustraire aucun des signes. Et en dehors d'un codage lié à un gouvernement universel comme ça, celui de la finance, l'idée m'est venue qu'en dehors de Marietta, morte de faim, emmurée chez elle par Barbaro, les autres décès de cette maison sont liés, pas tous, je ne les connais pas tous, mais la plupart, à une tentative de modification, de rénovation du lieu, en dehors de ces normes secrètes qui ne doivent pas bouger. Alors, de nombreuses années sont passées, avec un calme tout relatif. Au XVIIe siècle, la maison est habitée par un descendant des Barbaro. Il semble venir boucler la boucle. En tout cas, il décide de modifier la façade qui donne sur le Campiello Barbaro, derrière, là où il y a toujours encore aujourd'hui les arbres qui font de l'ombre et cette lumière qui filtre. Il n'aura pas le temps de modifier la façade. Il sera assassiné au cours d'un voyage en Crète, dont il était le gouverneur, entre autres, assassiné. Venise, reine des mascarades, des complots dans l'ombre et des noirs poisons, la Sérénissime, ici en musique par Lorin McKennitt, la Sérénissima. Des années de silence et le palais Dario, toujours sentinelle secrète. Au début du XIXe siècle, c'est un riche marchand arménien qui achète le palais, Arbid Abdol, un diamantaire, qui fait le commerce des pierres précieuses. Il est au sommet de son pouvoir financier, il connaît toutes les combines pour rester en haut de la pyramide. On ne sait pas s'il tenta une modification des lieux, mais en très peu de temps, il fait faillite, se retrouve sur la paille, plus d'argent, forcé de quitter le palais Dario. Peu de temps après la disparition du diamantaire, la maison est achetée pour 480 livres par l'historien Randon Brown, spécialiste de l'histoire vénitienne. Alors on sait qu'à peine installé, il commence la restauration du palais. En 1842, on le retrouve suicidé au 2e étage du palais Dario, dans la salle des tableaux. Il y a Charles Bridge qui achète le palais. Il doit s'enfuir à cause d'un scandale homosexuel et on retrouve le cadavre de son amant. Entre 1880 et 1901, c'est le poète Henri de Régnier qui séjourne. Rien ne semble avoir changé. Il donne ses impressions dans l'esquisse vénitienne, dans ce moment étrange, dans la solitude du palais Dario, où il semble avoir perçu quelque chose. Je le lis. Le soir, le palais Dario a l'air d'une ruine hantée, avec ses fenêtres lumineuses en sa façade de marbre pâle. Et plus loin dans le texte, je resterai ainsi plus longtemps si je ne me sentais observé. Instinctivement, je me retourne. Il n'y a personne sur la terrasse, sinon les 2 statues que je connais bien. Elles représentent 2 jeunes garçons d'autrefois. Leur habit est à la mode du XVIIIe siècle et leurs manteaux s'ouvrent sur leurs culottes. Ils portent des souliers à boucles et de grands chapeaux dont le bord est rabattu. Ils tiennent chacun un pot à braise et une lanterne. Et ils me considèrent avec une attention silencieuse, comme s'ils voulaient me dire quelque chose.
Alors ce moment panique ne lui fera pas quitter le palais d'Ario, hein, mais on le retrouvera, Henri de Régnier, il en parle dans ses bouquins, alité avec une forte fièvre, pendant laquelle il était intrigué par l'un des tableaux du mur, qui représentait une femme avec un masque vénitien. Ce visage, peint par Longhi, le hantait. Il aurait voulu savoir qui elle était. Bien sûr, elle ne répondait pas. Elle se contentait de regarder dans sa direction, reine des poisons et des enchantements. J'ai pensé ce soir à un groupe que j'aime bien, que j'ai passé il y a longtemps sur Ici et Maintenant, dont les musiciens, des guitaristes avaient correspondu assez longtemps avec moi. Il s'appelait Nebo à l'époque, même à l'époque de la guerre serbo-croate, entre autres. Je crois qu'il était d'origine croate. Et donc, il appartient à ce groupe de rock qui s'appelait Venice, V-E-N-I-C-E. Et cette chanson, chantée par Eric James, le chanteur du groupe, le voyage vénitien d'Orphée. Et les paroles: Orphée accomplit mon destin par la magie des lions de Saint-Marc. Aucun enfer ne me retient. Je guéris la peste et m'embarque. Les animaux savants en vain me supplient dans ce voyage au fond du vide. Quand s'ouvrent les portes, je marche avec lui, souverain ou nu en exil. Ce sont bien les paroles. J'allais mendier en tueur déguisé. J'allais de diable en diable m'aiguiser pour une seconde d'aile maquillant ses lèvres. Étrange histoire. Une fiancée condamnée au soir, je servais par amour, initié dans l'arrière-cour. Étrange décor, un voyant prisonnier du sort, vénitien par amour, éternel soit son retour. Je reviendrai jouer les cloches à Santa Maria de la Salute, je finirai sous les porches à 2 pas du mont Piété. C'est arrivé, je suis au sommet, sans un effort, mon dé en poche. C'est dans le vol de l'aigle muet. Je l'ai suivi, ma fin est proche, va bene. C'est tout un voyage d'Orphée à Venise. C'est un voyage onirique et initiatique en même temps, fait par les mecs qui font du rock. Aucun enfer ne me retient. Je guéris la peste et m'embarque. Des animaux savants en vain me supplient dans ce voyage au fond du vide. Quand s'ouvrent les portes, je marche avec lui. Souverain nu
Étrange histoire, une fiancée condamnée au soir. Je servais par amour, initié dans l'arrière-cour. J'ai calmé le feu de la vecchia, renoncé aux chansons miracles. Orphée a senti le danger, la peste blanche dernier des je pillais local, on m'a avisé, j'allais de vague en larmes brisées. Une seconde d'être maquillant ses lèvres. Étrange décor, un voyant prisonnier du sort, Vénitien par amour, éternel soit son retour. Et il y a des trous et des absences dans l'histoire, mais le palais d'Ario tient debout, au bord du Grand Canal, malgré son air penché. Je rappelle que D'Annunzio disait qu'il ressemblait à une vieille pute bancale. Il est là avec tous ses mystères. En 1969, il est acheté par Filippo Giordano della Lanza, un milliardaire aux tendances homo. Il a de l'argent, il entend bien transformer le palais d'Ario en lupanar décadent, en bordel de luxe. C'était un chaud dimanche de juillet 70, disent la presse de l'époque. Dans la soirée, la servante qui lui a servi son repas a remarqué qu'il s'entretenait dans le salon avec un beau jeune homme blond tout vêtu de gris. Le lendemain, elle trouva le plateau repas intact et le cadavre de son maître étendu dans une mare de sang, le crâne fracassé à l'aide d'un vase d'argent. Alors les enquêteurs remarquent la fureur incontrôlable de l'assaillant, nombreuses fractures au crâne, la cage thoracique ainsi que plusieurs lésions sur le corps.
Et on retrouve la piste du jeune homme en gris jusqu'à Londres, mais la piste se perd dans le centre-ville de Londres, définitivement, pas de suite. En 1980, plus près de nous, c'est Kit Lambert, le producteur des Who, qui achète le Palais Dario. Bon, on connaissait son penchant pour les drogues dures. Le Palais Dario, pour lui, c'était qu'un truc de musicos, un palais de la Défense, un Havre, une midinette. Il était juste fier de faire visiter la salle des tableaux, comme un monarque déjanté, en sniffant sa coque, maître du lieu, lui. Il n'est pas resté longtemps au Palais Dario, Kit Lambert, le manager des Who. Suicide, dans la salle des tableaux. L'overdose qui tue, la seringue chargée à mort. Qu'est-ce que ce mec des Who venait foutre là, égaré, comme le voyageur paumé qui tombe sur la ruine hantée d'un coup. C'est vrai qu'il avait pensé lui aussi à modifier radicalement les lieux, à commencer par la salle des tableaux, en faire un musée consacré essentiellement à son aventure avec les Who, entre autres. Il n'a pas eu le temps de toucher au palais, et on ne sait pas ce que les Who en ont pensé. Messiah's pointed to the door. No one had the guts to leave the temple. I'm free. I'm free. And freedom tastes of reality. La même année, le Palais Dario est acheté par un financier de haut vol, Fabrizio Ferrari, qui est aussi un playboy connu. Kissinger avait sa chambre au Palais Dario, ainsi qu'Andreotti, de grands acteurs, des hommes de la finance. Le Palais Dario serait-il devenu une place occulte financière? Il semble faire partie des lieux en activité dans la coulisse avec d'autres. Et tout a été très vite pour le nouveau propriétaire, Fabrizio Ferrari, financier de haut vol. En 1981, sa sœur Nicoletta, qui vivait avec lui au Palais Dario, est retrouvée morte en dehors de Venise, le corps dénudé. Tout près à sa voiture, renversée sur le capot. On se demande bien pourquoi. Et très vite commence la dégringolade. La même année 82, il fait faillite, perd tous ses appuis, ses pouvoirs, et doit quitter le Palais Dario. C'est Raoul Gardini, le magnat italien des produits chimiques, qui achète le Palais Dario au début des années 90. On connaît ses relations politiques, on l'accusait, il y a eu
grand scandale à l'époque d'utiliser une caisse noire pour financer les partis lorsqu'il dirigeait le groupe Érudit. En vérité, Raoul Gardini appartenait à une obédience de la loge P2. Il était l'un des décisionnaires actifs du groupe Glavio, dont on parle beaucoup, qui veut dire Glaive Glavio, une organisation bien connue pour ses actions clandestines, ses combats dans l'ombre. Des repentis du mouvement ont dénoncé Raoul Gardini comme appartenant à cette obédience. Cette obédience révélée par la presse comme un courant d'obédience néo-templière. Leur étrange retour en arrière, le palais Dario bâti sur un ossuaire templier et son étrange et longue histoire. Et Raoul Gardini savait-il certaines choses liées au secret du palais? Des choses qui pouvaient activer l'huile dans le temps politique des hommes, par exemple. Alors personne n'en sait rien, c'est que de la pure spéculation. Par contre, et ça fera la une de tous les journaux, à 8h du matin, 93, Raoul Gardini prend un 7,65, il colle le canon sur sa tempe et volant, il se fait exploser la tête. Un rapport de police signalera que l'arme a tiré 2 balles. Un petit peu après, le ténor Mario Del Monaco, qui se dit intéressé par l'achat du Palais Dario, alors qu'il est en route vers Venise pour la transaction, blau accident de bagnole. Il s'en sort indemne, mais ce qu'on raconte déjà sur la malédiction du palais, il renonce à l'achat. Et Woody Allen, qui aura la même idée, et puis il renoncera lorsqu'on l'aura mis au courant de la réputation du Palais Dario. Le Palais Dario garde son mystère, c'est des pistes, il n'y a pas de clé. Puis qu'importe le jeu des ombres et des secrets, le grand canal coule toujours, et Venise est toujours aussi belle.